Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une de l'actualité. Eh bien, la une dans l'actualité nationale, direction Addis Abeba, où s'est tenue l'ouverture du 38e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en présence du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Et enfin, au Proche-Orient, Israël libère les prisonniers palestiniens de la prison de Hofer. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais, la capitale éthiopienne Addis Abeba a revêtu ses plus beaux atouts pour accueillir la grande messe du continent africain. Ce matin, dans l'enceinte solennelle du siège de l'Union africaine pour l'ouverture du 38e sommet des chefs d'État, les hymnes ont résonné, portés par une ferveur palpable. Les chefs d'État, les diplomates, les dignitaires se sont succédés sur les dorures du grand auditorium, témoins d'un moment clé pour l'Afrique. À l'ouverture des travaux, le président en exercice de l'Union africaine, dans une adresse où se mêlent gravité et espoir, a rappelé les défis colossaux qui attendent le continent en consolidation, la paix, l'intégration économique, réforme institutionnelle, mais aussi affirmation d'une Afrique forte sur la scène mondiale. Le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que le président sortant de la Commission de l'Union africaine ont fait un discours. Le président angolais, Joao Lourenço, a pris à la suite du chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, la présidence tournante de l'Union africaine, un rôle honorifique, car derrière les discours et les protocoles de circonstances, c'est une élection qui cristallise les attentions. Moussa Faki Mahamat laisse un fauteuil convoité. Le scrutin à huis clos promet d'être apprenant, disputé dans les couloirs feutrés d'Addis Abeba. Les tractations battent leur plein. L'alliance promet et jeu influence s'active loin des caméras. Au-delà de cette bataille pour le leadership, c'est un dessin plus grand qui dessine. Quel modèle pour l'Afrique de demain? Une Afrique qui se modernise, qui investit dans des infrastructures, qui se détruit, qui croit en sa jeunesse et qui rêve d'une souveraineté économique. Sans plus tarder, écoutons le discours de Moussa Faki Mahamat. Président en exercice de l'Union africaine, Excellence Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de la République d'Éthiopie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, Président de l'État de Palestine, ma très chère sœur amie Mia, Premier ministre de Barbados, Excellence Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Docteur Nkosazana Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et exécutifs des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des organes et institutions spécialisées de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est à la fois avec un grand honneur et un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la dernière fois en ma qualité de président de la Commission de l'Union africaine. Excellences, Mesdames, Messieurs, 8 ans se sont écoulés depuis mon élection fin janvier 2017 comme président de la Commission de l'Union africaine. En ce moment chargé d'historicité, de signification et de symboles, je voudrais m'acquitter du devoir moral de vous présenter les grandes lignes du bilan de ce double mandat. Grâce à ces parcours, je me suis profondément imprégné à la fois de ce qui fait la grandeur et le rayonnement de notre continent, de notre organisation continentale, ainsi que des pesanteurs et limites diverses ayant entraîné le rythme de nos cadences. J'ai sillonné ce beau et fantastique continent. J'éprouve une profonde fierté d'avoir visité au moins une fois tous les 55 membres de notre Union.
L'opportunité que m'offre ce moment est historique et unique. J'y tenterai de m'acquitter de la double obligation de rendre compte et de m'interroger sur quelques problématiques en ayant bien conscience qu'il ne faut absolument pas abuser de votre temps. Eh bien, nous revenons d'écouter. Nous venons d'écouter plutôt le discours de Moussa Faki Mahamadé, son dernier discours, je dirais, et place à votre successeur. Nous tournons vers notre chroniqueur d'aujourd'hui, Mohamed Abdelrahman. Bonjour Mohamed. Eh bien, Mohamed, nous venons de détailler un petit peu sur les modalités de l'élection et le dynamique de cette alliance. Merci Samantha. Le moment clé donc de ce sommet reste sans doute l'élection du prochain président de la Commission de l'Union africaine, un poste bien sûr stratégique actuellement occupé par Moussa Faki Mahamat. Djibouti est pleinement engagé dans cette compétition avec la candidature de son chef de la diplomatie, bien sûr une figure reconnue pour son expérience et son engagement en faveur d'une Afrique unie et influente sur la scène internationale. Le vote se déroulera donc Samantha à huis clos selon les règles de l'Union africaine. Chaque chef d'État dispose d'une voix et le candidat doit obtenir une majorité des 2/3 pour être élu dès le premier tour. En cas d'absence, cette fois-ci de consensus, un second tour sera organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Djibouti, bien sûr, mise sur son réseau diplomatique et sur son positionnement stratégique en Afrique de l'Est pour rallier les suffrages. La candidature djiboutienne incarne une vision de renforcement de l'Union africaine axée sur une diplomatie pragmatique et une coopération économique. Maintenant, si on parlait de la dynamique des alliances sur ce choix, bien sûr. La dynamique des alliances pour l'élection du président de la Commission de l'Union africaine pour le mandat est influencée par plusieurs facteurs, à savoir notamment la géopolitique régionale, les affinités linguistiques et culturelles et les intérêts nationaux des États membres. L'Union africaine fonctionne sur un principe de rotation régionale pour les postes de président et de vice-président de la Commission. Pour le cycle 2025, cette fois-ci 2029, c'est au tour de l'Afrique de l'Est de présenter des candidats pour la présidence, ce qui limite le pôle de candidats éligibles et influence les alliances. Continuons Samantha sur la gestion des crises et influences géopolitiques, la gestion des crises régionales, comme celle en République démocratique du Congo, pourrait influencer les votes. Comme l'élection se fait par vote secret, il y a une marge d'incertitude. Les alliances annoncées publiquement peuvent ne pas refléter la réalité des votes et des tractations de dernière minute, bien sûr, où des changements d'allégeance peuvent survenir. Enfin, pour clore, la dynamique des alliances est complexe et repose sur une combinaison d'intérêts nationaux, de solidarité régionale, de diplomatie personnelle et de dynamique culturelle et linguistique. Cette élection est non seulement une compétition pour le leadership de l'Union africaine, mais aussi un reflet des tensions et des solidarités au sein du continent africain. Merci Mohamed Abdelrahman pour toutes ces explications sur les modalités de l'élection et sur les dynamiques des alliances lors des scrutins qui vont se dérouler en ce moment même à Addis Abeba pour l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Merci Mohamed Abdelrahman. Nous restons toujours à Addis Abeba où la résolution des crises en Afrique passe par des pourparlers inclusifs de paix, assurait la chef de la diplomatie djiboutienne. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a réitéré cette conviction hier après-midi à Addis Abeba en Éthiopie dans le cadre de sa participation à un sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine où il a représenté le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Assisté, tenu en prélude du 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique qui a ouvert ses portes aujourd'hui dans la capitale éthiopienne. La réunion en plénière du CPS à laquelle a pris part le chef de la diplomatie djiboutienne n'a pas dérogé au principe de dédier son ordre du jour préalable à l'état d'évolution générale de la paix dans le continent. Ainsi, dans ce volet discours, les échanges ont porté sur l'analyse des réformes, la réalisation indispensable de l'Union africaine en vue de son évolution définitive et une organisation dotée de tous les mécanismes disposition garantissant ainsi une stabilité durable dans tous ces pays membres. Les débats ont mis l'accent ensuite sur la nécessité pour l'Afrique d'appréhender l'essor d'une plus grande détente et paix sur un continent à travers la réalisation et d'un plus grand processus d'accroissement des richesses nationales et d'intégration économique et régionale. Retour à Djibouti, direction le nord du pays où
De même, dans le cadre de sa 4e journée de mission de rapprochement avec les populations locales, une délégation conduite par le ministère de l'Intérieur et le préfet de Broc s'est rendue à Andoli, puis à Moulouhli. Cette opération s'inscrit dans l'effort constant des autorités civiles et militaires pour renforcer les liens avec la population locale, évaluer leurs besoins et fournir une assistance ciblée. Les principaux objectifs de cette mission étaient renforcer les liens entre les autorités civiles et militaires et les populations locales, évaluer les besoins spécifiques des localités d'Andoli et Moulouhli, apporter une assistance ciblée pour répondre aux défis quotidiens des habitants, promouvoir la solidarité, l'esprit de coopération entre les habitants et les forces armées. Arrivée à Andali, la délégation a reçu un accueil chaleureux par la population locale. L'accueil a été marqué par un esprit de solidarité, témoignant de l'appréciation des résidents pour les initiatives d'autorités visant à améliorer leur qualité de vie. Une réunion de discussion a été organisée entre les autorités civiles et militaires et les habitants. Cette rencontre qui a servi à aborder les principaux obstacles auxquels sont confrontés la population, notamment l'accès à l'eau potable, les infrastructures de transport et de communication. Les résidents ont eu l'opportunité d'exprimer leurs préoccupations et leurs nécessités immédiates. Les autorités ont pris note des priorités exprimées par la population et ont convenu de mesurer à mettre en place pour répondre efficacement à ces préoccupations. Eh bien, au cours de la même journée, le ministre de l'Intérieur et sa délégation se sont rendus à Moulouhli, où un accueil similaire a été réservé. Là encore, le ministre a tenu une réunion qui a organisé avec les habitants pour discuter des enjeux spécifiques auxquels ils sont confrontés, tels que la gestion des ressources en eau, les besoins en matière de sécurité et de formation, la mise en place des latrines pour la population. Rappelons que les autorités civiles et militaires ont pris acte des difficultés soulevées par les habitants de Moulouhli et se sont engagés à les soutenir pour la mise en œuvre d'une action tangible. Les forces armées ont également réaffirmé leur rôle dans l'assistance humanitaire continue et leur soutien logistique pour faciliter l'accès aux services essentiels. Rappelons que cette initiative contribue à renforcer les relations entre les autorités civiles et militaires et les habitants de Moulouhli, et les rencontres et discussions ont donné l'opportunité aux résidents d'exprimer leurs inquiétudes et ont fourni aux autorités une vision claire des enjeux à affronter. L'engagement sans faille des autorités pour améliorer les conditions de vie des populations locales est attesté pour la présence et le soutien fourni par la délégation. Les forces armées, en collaboration avec les autorités civiles, persisteront à œuvrer pour apporter un soutien constant, instaurer une initiative durable dans le but de renforcer la résilience des citoyens et d'encourager leur progrès sur le long terme. Après, la mission de rapprochement avec les populations locales dans les régions du Sud s'est conclue par une visite symbolique sur la tombe des martyrs djiboutiens tombés lors du conflit de Doumera. Rappelons que cet objectif était de rendre hommage aux soldats ayant sacrifié leur vie pour la défense de la nation. C'est donc une façon de retirer la détermination des autorités à préserver et à rendre hommage à leur mémoire. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد والنهدارهم اهل خير من اهله وادخلهم من جنتي واعذهم من عذاب القبر. اللهم من احييته منا فحيه على الاسلام ومن توفيته فتوفاه. Éducation et sportive, cette fois-ci, ou sous le patronage du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, le comité pour le développement de Mouloud
a inauguré la deuxième édition du tournoi de football des lycées de sous-préfecture et des localités du Sud. L'événement a rassemblé une foule enthousiaste et près de 150 élèves des lycées de Ali Adé, Holhol, Mouloud, Azaela, Yoboki, ainsi que des localités de Sankal, Goubeto. Ce tournoi se déroulera du 13 au 15 février à Mouloud. À cette occasion, le ministre a été accueilli par une ambiance festive animée de danse, de musique traditionnelle, accompagné du président du comité de développement de Mouloud, Mahmoud Roble, ainsi que le préfet de Dikil et des députés des sous-préfectures, sous-préfet des localités de Ali Sabier, de Dikil, en présence du directeur du sport, Abshir. Le ministre a pu partager des moments de convivialité avec les élèves. Le lancement a également été marqué par la plantation d'arbres symboliques, l'engagement en faveur de l'environnement dans la sous-préfecture de Mouloud et un modèle dans la région. Rappelons que le ministre a ensuite insisté à un défilé impressionnant des élèves des 7 lycées ayant donné le coup d'envoi du match d'ouverture entre le lycée de Ali Adé et le lycée de Asaela. Au-delà de son aspect sportif, vise à célébrer la création du secondaire dans les milieux ruraux. Une initiative majeure du MENFOP pour enrayer l'exode rural, renforcer les résultats remarquables du bachelier du lycée de Mouloud lors de la session 2024. Rappelons que le tournoi promet d'être un moment fort de convivialité et de compétition réunissant les élèves et les familles autour des valeurs sportives et communautaires. Filet impressionnant des élèves de cette île ont donné le coup d'envoi du match d'ouverture entre le lycée de Ali Adé et le lycée de Assa Ela. Dans son discours, le ministre a indiqué: cet après-midi, j'ai eu le plaisir d'assister à un tournoi organisé à Mouloud par l'association locale. Le ministre a tenu à remercier chaleureusement cette occasion et leur adresser ses félicitations. Il a souhaité également exprimer sa gratitude à toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cet événement. Il constate la présence de tous, y compris des responsables de haut niveau. Je suis particulièrement heureux de l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Ce tournoi joue un rôle important dans l'épanouissement des élèves et soutient leur apprentissage scolaire, a-t-il déclaré en substance. J'espère qu'à l'avenir, vous envisagerez d'organiser également un tournoi de football féminin l'année prochaine, a-t-il indiqué. Enfin, je tiens à saluer le vice-président de l'Assemblée, les parlementaires, les préfets ainsi que les présidents des conseils. Aujourd'hui, tout le monde est réuni à Mouloud et c'est une grande fête pour le village, a-t-il conclu le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud. Retour à Djibouti où une cérémonie grandiose de remise des clés des maisons de la fondation IOG, droit au logement, au profit des 39 employés de la Caisse nationale de sécurité sociale, s'est tenue ce matin au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale, parrainé par le ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd, et en présence du directeur général par intérim de la CNSS, Abdelkader Dini, ainsi que le directeur général de la fondation IOG, droit au logement, Mahmoud Ali Ousmane. Réunis pour l'événement dans la grande salle, les récipiendaires des clés de cette maison en nombre de 39 sont essentiellement des vigiles pour la sécurité et des techniciens de surface ou femmes de ménage. Ces employés sont les plus vulnérables aux yeux de la direction qui ont voulu les décharger du poids des loyers en leur offrant une opportunité d'acquérir des maisons au sein de la fondation IOG Droit au logement. L'acquisition de ces maisons découle d'une convention d'accord entre la CNSS et la fondation IOG Droit au logement. La CNSS a financé la construction de 150 maisons au sein de la fondation IOG Droit au logement. Et c'est-à-dire la fondation a remis les clés de 39 maisons à la direction de la Caisse nationale de sécurité sociale afin que cette dernière puisse offrir à ses salariés qui ont des salaires avoisinant entre 40 et 50 000 francs. La joie a été à son comble lors de cette cérémonie, les yeux pleins d'espoir. Ces employés ne paraissent pas inaperçus devant les objectifs de la caméra. Ainsi, cette cérémonie s'est ouverte avec la lecture du Saint-Coran et juste après, les séries des discours ont commencé.
à la cérémonie de la signature d'une convention signée entre la Fondation IOG et la CNSS. La CNSS a financé la Fondation IOG pour la construction de 150 logements, ce qui équivaut à 250 millions de nos francs Djibouti. En contrepartie, la Fondation IOG s'est engagée à remettre les clés de 50 logements aux agents de la CNSS, ceux qui sont le salaire bas, en fait. Cela semble être une initiative significative pour soutenir les travailleurs qui ont un besoin de logement, en leur offrant une solution accessible. Écoutons à présent le directeur général par intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Abdelkader Dini. Aujourd'hui, nous allons procéder à la remise des clés de la cité Nassib à 39 de nos agents, composés des femmes de ménage, des gardiens de la sécurité. Je profite de cette occasion pour partager ma joie avec les heureux bénéficiaires qui n'auront plus à supporter les charges locatives élevées par rapport à leur budget limité. Ils sont sélectionnés selon des critères sociaux bien établis. Mais il faut dire que le mérite revient à notre directrice générale qui a su saisir cette opportunité avec la Fondation et dont on connaît les changements qu'elle a pu apporter à notre institution dans tous les domaines, surtout ces 3 dernières années. Décentralisation des services, paiement des prestations par voie digitale pour les prestations familiales, télépaiement des cotisations et télédéclarations pour les employeurs, bancarisation des pensions, dont la dernière réforme en date est la mensualisation. Ensemble, nous allons continuer à avancer parce que le progrès ne s'arrête pas. Je termine mon propos en disant « Vive le président de la République, vive la Fondation IOG, vive la CNSS ». Eh bien, après le discours du directeur général par intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale, le ministre du Travail, Omar Abdissaïd, s'est également exprimé. Il a tenu à louer l'initiative noble du chef de l'État à offrir des logements aux plus vulnérables d'entre nous. Aujourd'hui, nous collectons les fruits du travail de la Fondation IOG Droit au logement. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui à remettre les clés de 39 salariés de la Caisse nationale de sécurité. Pour la plupart sont des techniciens et des techniciennes de surface ou femmes de ménage ou sécurité. Ainsi, ces mères, pour la plupart, ont des salaires où elles ne pouvaient pas offrir un logement décent, deviennent propriétaires d'une maison à la Fondation IOG Droit au logement. Encore une fois, je félicite tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de cet événement. On reste toujours dans le domaine social, mais on change de thème, cette fois-ci la santé, où dans le cadre de ces efforts continus visant à rapprocher les soins médicaux et spécialisés des populations de zones reculées et sous la supervision du ministère de la Santé, l'hôpital Ar-Rahma a déployé jeudi dernier une caravane médicale à Demerjouk de la région d'Arta. Sous la direction de son directeur, Dr Mohamed Abbas, cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Caravane Koweït Ar-Rahma qui est à sa 4e édition et qui a couvert un large éventail de spécialistes médicaux, notamment la chirurgie orthopédique, la pédiatrie et l'urologie, la cardiologie, la médecine interne, la chirurgie générale et la gynécologie obstétrique. La cérémonie de lancement de la caravane a réuni plusieurs hauts responsables de l'association internationale Ar-Rahma, dont Youssef Al-Tawil, du chef du secteur d'Afrique, Abdelghani Al-Quraishi, directeur du bureau régional à Djibouti, ainsi que des représentants du ministère de la Santé et des autorités locales.
eh bien, le docteur Yacoub a insisté sur l'importance cruciale de cette caravane qui offre des soins médicaux complets et de qualité, contribuant ainsi à l'amélioration des services de santé pour les habitants de Damirjouk. Au centre de santé de Damirjouk, une délégation de l'hôpital Rahma qui était constituée de 6 spécialités: la chirurgie générale, la cardiologie, l'ORL, la pédiatrie, la gynécologie. Et plus de 500 personnes ont pu bénéficier de ces différentes spécialités. C'est avec une grande joie et un grand honneur que nous accueillons cette équipe. Nous leur disons vraiment merci beaucoup, il y avait besoin. On a pu le constater. Et ce n'est pas une première aussi. Damirjouk, l'année dernière, on a fait une caravane aussi à la même période. En 2023 aussi, on avait fait 2 caravanes à Damirjouk. Donc, Ar-Rahma est habitué à travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et particulièrement avec la région de Arta. Et je pense que ces activités vont continuer dans ce sens et pourront apporter appui et santé à la population de Damirjouk. Plus de 500 personnes qui ont pu bénéficier de ces soins. Il y aura la continuité des soins. Certains vont pouvoir bénéficier des bilans gratuitement au niveau de l'hôpital Ar-Rahma. D'autres vont bénéficier de différentes chirurgies, de l'orthopédie, de la chirurgie, de la gynécologie. Vraiment, nous leur disons merci et bonne continuation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Direction en Asie, plus précisément au Pakistan, où dans le cadre de la sécurité et la sûreté maritime dans la région de l'océan Indien et de la mer Rouge, une délégation de la garde-côte djiboutienne conduite par le colonel Waes Omar Bourré, commandant de la garde-côte, s'est rendue au Pakistan suite à l'invitation officielle de l'amiral Navid Ashraf, chef d'état-major de la marine pakistanaise, pour participer à la 9e édition de l'exercice maritime multinational Amman 25. Cet exercice biennal a commencé par un hommage rendu au drapeau des différents pays participants qui s'est tenu à la base navale de la marine pakistanaise à Karachi. L'exercice maritime multinational Amman 25, organisé cette année sous le thème Ensemble pour la paix, qui mettra en lumière l'importance et la sécurité de la sûreté pour la prospérité de l'océan Indien, qui a réuni de nombreux chefs de la marine, des gardes-côtes, des 60 pays participants et un grand nombre de hauts cadres du pays, dont l'amiral Navid Ashraf, chef d'état-major de la marine pakistanaise. Rappelons que l'exercice maritime multinational Amman 25 a mis l'accent sur la coopération en matière de sécurité et sûreté maritime et a introduit en parallèle le premier dialogue Amman, une conférence stratégique de très haut niveau permettant aux chefs des Marines, des gardes-côtes, de partager leurs perspectives des solutions face aux nouveaux défis sous le thème des mers sur un avenir prospère. Et dans l'actualité internationale, dans le cadre de la 6e phase d'échange des prisonniers, Israël a libéré des prisonniers palestiniens de la prison de Hofer. Dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu, la vague d'aujourd'hui est la plus grande importante jusqu'à présent dans le cadre de la 6e phase, comprenant 36 Palestiniens condamnés à perpétuité et 333 autres arrêtés depuis le 7 octobre dernier. De plus, 24 prisonniers condamnés à perpétuité seront expulsés hors de la bande de Gaza. Plus tôt, la résistance de Hamas a remis 3 prisonniers israéliens au comité international de la Croix-Rouge dans le cadre de la 6e phase de l'accord du cessez-le-feu. Une caravane de la Croix-Rouge a quitté la ville de Khan Yunis, aujourd'hui transportant israélo-russe Sacha Turbanov, l'israélo-américain Sagi Dekel et l'israélo-argentin Yair Horn. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.